Voilà, le thème que vous avez choisi reste tout à fait d'actualité et dans toutes les équipes, c'est un vrai problème. J'appuie là-dessus, normalement ça passe. Bon, voilà. Là, excusez-moi, j'appuie sur quel bouton? Quel bouton? Parce que... Voilà, c'est bon. Celui du milieu. Bon, Ah, tout voilà. à l'heure ça passait. Vous avez cette écran. D'accord, donc c'est parfait. Vous voyez bien? Ça va. Donc vous savez que le diabète de type 1, c'est celui dont on va parler, il reste celui que l'on rencontre essentiellement chez l'enfant, et les caractéristiques de l'évolution de cette épidémiologie fait qu'il y a de plus en plus d'enfants touchés, puisqu'il y a 3% de plus chaque année, et que visiblement la population a doublé, et la maladie commence de plus en plus jeune. On a des enfants de 2 ans, 3 ans, alors que quand j'ai fait mes études de médecine, on parlait d'un adulte jeune qui commençait son diabète. Donc le problème de la transition ne se posait pas, alors qu'il se pose maintenant et de plus en plus. Les grandes étapes du diabète, c'est bien sûr à l'annonce du diagnostic, il y a une éducation qui se fait, mais cette éducation se fait essentiellement auprès des familles, des parents. L'enfant va apprendre les gestes pratiques pour qu'il puisse se débrouiller, mais ce sont les parents qui assurent bien sûr le suivi du diabète, et l'éducation thérapeutique reste fondamentale. L'adolescence, c'est le passage un peu difficile dans certains cas, parfois plus facile, mais c'est vrai, c'est toujours une étape délicate. Et le passage chez les adultes, dont on va parler aujourd'hui, c'est vraiment une étape aussi qu'il faut considérer et prendre en compte si on veut que cela soit réussi. Cette transition, elle se définit par 3 étapes. D'abord une préparation qui se fait en pédiatrie, un passage, ce qu'on appelle le transfert, on va y revenir, et puis un suivi pendant au moins 2 ans dans les services d'adultes pour être sûr que l'accrochage soit définitif. Et on va voir qu'il y a un certain nombre d'échecs et qui sont dramatiques pour ces jeunes quand cela ne se fait pas dans les bonnes conditions. Une petite image, un petit clin d'œil. Voilà, la revue Équilibre, c'est l'équilibre qui est proposé, si vous voulez, par la revue des adultes diabétiques. Et là, vous voyez que le titre de la revue d'avril, c'est « La transition ». Donc ça reste tout à fait un problème de très grande actualité. Selon l'ADA, à quel moment, si vous voulez, se fait cette transition? Est-ce que c'est 6 mois, 1 an, 2 ans à l'avance, ou dès le début de la puberté? En fait, il faut le prévoir au moins 1 an avant le moment de cette transition. Donc il faut y penser, il faut réfléchir, et là, les pédiatres doivent jouer leur rôle pour que cela soit réussi. Ensuite, des recommandations, certaines sont justes, une autre n'est pas tout à fait juste, et on va la développer. En fait, il n'y a pas d'âge absolument défini. Là se discute avec les jeunes, mais souvent avec les familles, mais aussi avec les médecins, et tout n'est pas semblable d'une équipe à l'autre parce que l'organisation n'est pas tout à fait semblable. Alors une remarque que l'on fait, c'est que vu l'augmentation du nombre d'enfants diabétiques, les pédiatres sont souvent débordés actuellement. Et quand on s'adresse aux adultes, ils nous disent « mais nous aussi on est débordés par le nombre de malades diabétiques de type 2, mais aussi de type 1, si bien qu'on fait au mieux et pas toujours exactement ce que l'on souhaiterait faire ». Quel est le pourcentage de rupture après un suivi? Vous voyez qu'il y a des chiffres très variables. En fait, ce n'est pas toujours réussi. La moitié, 20%, n'ont pas eu un suivi organisé. Donc l'autre moitié cesse le suivi avec une nouvelle équipe. Certaines publications parlent même de 10 à 40% d'échecs. Donc on est dans une réalité où on n'est pas toujours très fier de ce que l'on fait. Une inquiétude, alors ça c'est un petit clin d'œil, qui c'est qui est le plus inquiet au moment de ce passage? Est-ce que c'est l'adolescent? Est-ce que ce sont ses parents? Est-ce que ce sont les pédiatres? Ou alors les équipes de diabétiques? En fait, selon toutes les équipes, ce sont les pédiatres les plus inquiets. Donc vous voyez qu'on n'est pas toujours très bien, et c'est vrai qu'on a peut-être un côté maternant, et on ne lâche pas nos enfants comme ça, mais ça se travaille. Alors une petite image pour vous dire, mais l'adolescent, il est où? Il est au milieu du gué, il est au pied de sa pancarte en se disant où je vais? Chez les enfants, chez les adultes? Voilà, mais le passage, bien sûr, se fera obligatoirement, mais il faut qu'il soit dans de bonnes conditions.
pourquoi préparer ce passage? Bien sûr, c'est éviter des déséquilibres qui peuvent se faire, et on va le voir par le déséquilibre de l'élévation de l'hémoglobine glyquée, mais aussi une décompensation acidocétosique. Et plusieurs fois, je me rappelle, j'étais appelé au niveau des urgences de l'hôpital pour voir un jeune qui avait 19 ans, 20 ans, qui était en acidocétose, qui avait dit « mais il était suivi en pédiatrie ». En fait, on ne le voyait plus, mais il était suivi par personne. Et c'est ça le problème. Et parfois, ce sont des hypoglycémies très sévères aussi, qui font que le suivi ne se fait pas tout à fait. Voilà, donc il y a une survenue plus précoce des complications aussi après ce passage. Après, malheureusement, il y a des grossesses non préparées, et ça, c'est pas très agréable quand on doit prendre des mesures pour cette grossesse qui est à risque si l'enfant ou si la jeune fille est complètement déséquilibrée. Alors, comment on va évaluer les choses? Bien sûr, l'assiduité des consultations, c'est un critère qui est très important. L'hémoglobine glyquée, on voit que ce n'est pas toujours parfaitement valable, parce que vous savez que s'il y a beaucoup d'hypo et d'hyper, l'hémoglobine glyquée peut être modifiée, pas toujours dans le mauvais sens. Les épisodes qui conduisent aux urgences, des épisodes aigus, ça c'est un critère absolu, les complications dégénératives, la satisfaction des patients, des familles, des médecins, et surtout l'absence de perte de vue. Si on a un critère à avoir, c'est que ce jeune ne soit pas perdu de vue, qu'il soit suivi par quelqu'un. Malheureusement, on voit des gens qui renouvellent les ordonnances et le jeune est complètement perdu. Il va attendre une complication pour revenir à l'hôpital, pour qu'il y ait un réaccrochage, pour que le suivi se reprenne. Et là, c'est pas bien, c'est vraiment catastrophique. Ah. Ça y est. Voilà, alors l'adolescence, c'est quand même particulier. Je me permets de vous rappeler un petit peu ce que c'est. C'est pas un adulte en petit et c'est pas un enfant un peu plus grand. Il a des caractéristiques parce que l'ambivalence, c'est quelque chose qui existe à cette période. Et vous voyez que vis-à-vis des parents, c'est particulier. Aussi, les relations changent au milieu de ses pairs. Il a ses copains qui prennent une place de plus en plus importante et il se pose un certain nombre de questions. Les questions, c'est selon les âges, la différence, les questions identitaires, bien sûr, et puis quel projet on va avoir. Et quand on est jeune, est-ce que je suis normal? Est-ce que je suis comme les autres? Quand on est un peu plus grand, mais qui je suis? L'identité. Et quand on est encore plus grand, mais où je vais? Et c'est là, bien sûr, que la transition se fera. Les changements, quand je suis normal, et puis quand on est diabétique, c'est un peu le deuil d'un corps parfait, avec des problèmes psychologiques qui peuvent intervenir. Est-ce que je suis différent? Vous voyez que l'adolescent, il essaye toujours d'être semblable aux autres. Il n'y a qu'à voir comment s'habillent les adolescents. Je sais qu'en France, ils ont tous le jean, ils ont tous les baskets, ils ont le polo. Ici, je ne sais pas exactement, mais généralement, quand on voit une sortie de collège ou une sortie de lycée, on constate qu'il y a presque un uniforme qu'ils adoptent entre eux sans qu'on l'oblige à cette mesure. On construit son identité au moment, bien sûr, de cette période et avec ses amis du même âge. Alors, avec une question, mais quand est-ce qu'on est adulte? Ça, c'est presque une question philosophique. Parce que à quel moment on va se dire je suis un adolescent, je suis vraiment quelqu'un de bien? En fait, le grand critère, si on s'est séparé de la famille, c'est quand est-ce qu'on est indépendant, qu'on est autonome vis-à-vis de soi, vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de ses copains. Et vous voyez que là, c'est très variable. Alors un petit schéma, là aussi, qui est un clin d'œil, c'est-à-dire que si on est un bébé, il n'y a pas de problème. Si on est un enfant, on sait ce que c'est. Si on est un grand qui commence sa puberté, on sait ce que c'est. Mais quand on est adolescent, on peut l'être à 18 ans et on peut l'être aussi jusqu'à 40 ans, voire plus. Donc, vous voyez que cette question d'autonomie n'est pas toujours parfaitement résolue. Je m'excuse, j'ai un faux contact. Voilà. Alors, ensuite, le diabète, c'est une maladie chronique et elle gêne l'adolescence. Et l'adolescence est gênée par le diabète. Et là, c'est vrai qu'il y a une blessure narcissique qui peut réapparaître au moment de ce diabète. Et quand on a un enfant qui débute son diabète en pleine adolescence, c'est souvent plus mal vécu, d'ailleurs, qu'un enfant qui a débuté son diabète tout petit et qui a déjà pris un automatisme qui est beaucoup mieux toléré par la famille et par lui-même. Je me rappelle d'expériences désolantes
désolante, un adolescent qui commence son diabète et à peine 2 ans après, il s'était suicidé. Vous voyez, c'est dramatique, ça arrive pas souvent, mais on l'a à l'esprit parce qu'on sait que c'est une période de fragilité qu'il ne faut pas du tout négliger. Ah, voilà. Excusez-moi. Voilà, alors cette transition, elle doit être programmée, planifiée, et au début, bien sûr, c'est sous la responsabilité des pédiatres qui doivent l'initier. Et le but, c'est que l'enfant soit épanoui, préserver sa santé, bien sûr, mais acquérir son autonomie, l'accompagner dans son indépendance par rapport à son environnement. Est-ce que je suis gêné par un faux contact? Voilà. Ah, ça passe pas et ça passe tout d'un coup. Bon, alors quels sont les obstacles? C'est vrai qu'il y a toujours une peur du changement. L'enfant est souvent très protégé quand il est en pédiatrie et partir à l'inconnu, c'est difficile. Donc on va voir quelles sont les mesures qui peuvent accompagner ça. Ensuite, les parents, ils ont toujours peur de lâcher parce que quand vous êtes suivi pendant, par exemple, de 2 ans jusqu'à 18 ans, ça fait quand même beaucoup d'années et il y a un attachement familial qui se fait et là, il faut arriver à passer ce cap. Embêté par... Voilà. L'insuffisance d'anticipation, bon, vraiment, ça favorise les complications dégénératives, ça on le sait, et il faut aussi parler des professions interdites, des permis de conduire, des conditions d'une grossesse, de la contraception, mais aussi des consommations de certains produits, les addictions, les autres prises de risques. Il faut en parler aussi à cette période. Je suis vraiment très gêné par ce faux contact. Je ne sais pas s'il y a un technicien qui peut essayer de remédier à ça. Voilà, l'insuffisance d'anticipation, donc on sait que ça favorise les complications. Ah, voilà. Donc il faut dialoguer, il faut que le parent ou les parents retrouvent leur place, et selon les âges, bien sûr, l'attitude sera différente. On sait qu'on passe d'une consultation à 3, c'est-à-dire l'enfant, le médecin et ses parents, à une consultation très vite à 2, l'adolescent grand et son médecin. Oh là là. Il faut le... Ah oui, d'accord. Ah oui, mais j'ai plus le micro. Voilà, donc les systèmes de soins, bien sûr qu'il y a des obstacles. Une transition qui est trop tôt, c'est pas bon, surtout si c'est pas accepté, mais aussi une transition trop tardive, ce n'est pas bien non plus parce qu'on empêche l'enfant de se développer et de prendre ses repères d'âge adulte. Ensuite, il y a des contextes géographiques. Je sais que moi, quand j'étais à Aix-en-Provence, le service de diabétologie d'adultes était 3 étages au-dessus. C'était facile d'avoir le contact avec les diabétologues, avec les équipes, et on n'hésitait pas, même pendant une consultation, un petit coup de fil au diabétologue. Tiens, je vais te présenter un jeune qui passera dans 6 mois, est-ce que tu veux bien l'accepter? Ça se faisait facilement. Mais il peut y avoir des hôpitaux séparés par des kilomètres et des kilomètres, ou même une organisation qui complique les choses. Ensuite, on va l'envisager, bien sûr, l'enfant peut passer chez un diabétologue d'adulte libéral. Donc là aussi, il faut le connaître, et je crois que se connaître, et l'occasion des congrès, c'est aussi l'occasion de rencontrer les gens, et puis d'avoir, si vous voulez, une amitié, une confiance, pour que les choses se passent beaucoup mieux. Voilà. Donc préparer cette transition, c'est avoir aussi des connaissances et une compréhension de la maladie. Donc il faut revoir les compétences, l'autonomie du patient, ces interactions entre la maladie et la vie sociale relationnelle qui va s'établir. Ces connaissances, c'est reprendre l'éducation thérapeutique à cette période. Si l'enfant avait reposer sur ses parents, il va falloir qu'il repose sur lui-même. Donc il faut reprendre la physiologie, le rôle de l'insuline, son alimentation, l'activité physique, l'informer sur les complications
et leur traitement. Et là, nous, souvent, en pédiatrie, on parle peu des complications. Vous voyez qu'un enfant de très jeune, c'est difficile de dire aux parents, voilà, dans 10 ans, il aura ça, dans 20 ans, il aura ça, alors qu'on ne le sait pas. Et qu'on sait qu'actuellement, vu les progrès du diabète, de son traitement, on sait qu'il y a peu de complications et que les gens vivent pratiquement normalement quand ils ont un diabète bien équilibré. Donc les connaissances sont variables. Les compétences, acquérir l'autonomie, qu'elle soit capable de gérer complètement son diabète, bien sûr les horaires, l'alimentation, la surveillance glycémique, les injections, l'adaptation des doses, etc. Mais aussi sa prise de rendez-vous, qu'il soit capable de prendre son téléphone, de dire voilà, il me faut un rendez-vous, ou alors on me le fixe, on me le rappelle, et ça c'est important. Ensuite, l'arrivée des nouvelles technologies, et c'est vrai qu'on a vu au dernier congrès de Montpellier, bon, on a vu que la boucle fermée prenait une place importante, et c'est vrai qu'il faut en parler, et c'est peut-être à l'occasion de ce changement, de passer d'un enfant, un adolescent et un adulte, de dire mais tu vas pouvoir bénéficier de nouvelles technologies, tu vas pouvoir prendre en charge ton diabète différemment, et c'est vrai que les jeunes sont quand même très attirés par toutes les techniques nouvelles, par l'informatique, les tablettes, ils savent les manier parfois beaucoup mieux que nous, et je crois que de passer à quelque chose de plus technique, si c'est accepté, c'est peut-être l'occasion du changement. Ensuite, l'encourager à choisir son médecin traitant. En France, c'est obligatoire à partir de 16 ans, mais aussi tout en conservant, bien sûr, son diabétologue. Ensuite, savoir faire ses démarches administratives de sécurité sociale, son ALD, bien sûr que sa carte vitale soit bien à jour et à son nom, ce sont des petits détails, mais ça permet, si vous voulez, de prendre son insuline et son traitement beaucoup plus facilement. Voilà, je reviens en arrière. Voilà, alors les interactions entre la maladie et la vie sociale, on l'a déjà un petit peu envisagé, vous voyez le permis de conduire, les professions, les interactions, la contraception, le risque de transmission aux enfants. Il faut pouvoir en parler pour s'inscrire dans une maladie qui est à long terme où on devient adulte. Repérer les patients à risque, ça c'est important parce qu'un enfant qui soit complètement déséquilibré ou qui saute déjà ses rendez-vous en pédiatrie, ce sera malheureusement un jeune qui sera difficile même dans un service adulte. Ensuite, repérer les périodes où l'enfant peut avoir un syndrome dépressif ou des troubles du comportement alimentaire. On voit chez les jeunes filles certains phénomènes d'anorexie, c'est difficile à soigner, et on voit aussi des jeunes filles qui réduisent leur dose d'insuline pour perdre du poids. Et ça, très vite, il faut le repérer et voir si un suivi psychologique, voire psychiatrique, ne s'impose pas à cette période. Organiser la transition, donc on a dit que c'était variable, éviter les changements de traitement avant ou après un changement d'équipe. Ça, c'est très important. Il faut que la confiance s'établisse, c'est-à-dire que le pédiatre ne doit pas changer son traitement avant de passer chez les adultes, et l'adulte qui reçoit ce jeune ne doit pas changer le traitement immédiatement. On se donne un certain temps pour que la confiance soit rétablie et soit maintenue entre les deux équipes. En période d'instabilité, il vaut mieux différer le changement parce que ce sera compliqué. Ensuite, on l'articule avec les changements de vie. Quelqu'un qui termine sa scolarité après le bac, qui va aller en faculté, ou quelqu'un qui va commencer un apprentissage, ou qui va changer de région, c'est l'occasion de changer d'équipe. Et là, on se sert de ces événements pour que cela se passe bien. Le choix et la présentation du suivi pour les adultes. Donc il faut que le service ou le diabétologue libéral puisse expliquer les choses. Il faut qu'il y ait un lien de confiance entre les équipes, on l'a déjà évoqué. Il faut une modalité pratique, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une visite préalable, une rencontre avec les membres de l'équipe. Parfois, ça se fait en groupe ou individuellement, avec un patient adulte, par exemple, qui soit un petit peu le parrain de ce jeune. Il peut y avoir une plaquette de présentation, ça facilite les choses. Quand on peut faire des consultations conjointes entre le diabétologue d'adultes et d'enfants, c'est très bien. Et puis toujours, ne jamais oublier d'informer le médecin traitant, parce que c'est lui qui va rattraper certaines situations. Il faut qu'il sache qui suit ce jeune. Et vous savez que les jeunes ne vont pas consulter facilement. Cette consultation de transition, vous voyez, il ne faut pas lâcher complètement les parents. C'est souhaitable que les parents soient là quand même, parce que vous avez cette attitude ambivalente. L'enfant dit « lâchez-moi », mais ne me laisse pas tomber. C'est tout à fait typique de l'adolescent.
Voilà, j'aime beaucoup cette photo de cette adolescente, vous voyez, qui dit à sa mère « Oh stop, fiche-moi la paix, laisse-moi tranquille, c'est pas tes affaires ». Et la mère qui a les bras crasés, qui dit « Oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver ?» C'est symbolique, mais c'est tout à fait ça. Adapter l'accueil des jeunes en service d'adultes. Ce ne sont plus des enfants, mais pas encore des adultes. Donc il faut des consultations qui soient identifiées, prévoir plus de temps, parce qu'on ne peut pas expédier une consultation, surtout les premières, parce que la confiance ne s'établira pas. Quand on peut regrouper ces jeunes, c'est parfait. Quand on peut faire des séances d'ETP communes, c'est parfait. Et je l'ai dit, quand il peut y avoir un parrainage, c'est intéressant. Et puis il faut aborder les sujets de préoccupation des jeunes, donc il faut les laisser parler, il faut qu'ils s'expriment et répondent à leurs questions plutôt qu'imposer des choses qui peuvent ne pas leur correspondre. Comment va structurer cette transition ? Donc, il y a des cadres. Maintenant, selon les moyens, il y a certains services qui ont des services de jeunes enfants, de jeunes adultes ou de jeunes adolescents, mais ce n'est pas toujours le cas. Quels sont les outils? On va avoir des programmes, on va avoir des dossiers, on va avoir des questionnaires, des protocoles. On va faire un compte-rendu médical de synthèse, on va remettre, bien sûr, au médecin d'adulte. Et puis, on l'a évoqué, on va lui présenter aussi les nouvelles technologies et l'avenir peut-être de ce traitement, sans se mouiller trop, parce que combien de fois on a dit, ou dans 30 ans, moi je me rappelle, ce sera résolu, on va vous guérir le diabète, puis malheureusement, 30 ans ou 40 ans après, on n'a toujours pas guéri, donc il ne faut pas trop se mouiller, il faut être très prudent. On ne sait pas si c'est, par exemple, on avait évoqué, si vous voulez, les greffes d'îlots, les choses comme ça, puis en fait, c'est la technique qui revient en premier plan, ce sont toute l'ingénierie et l'informatique qui a pris le dessus. Alors maintenant, quand on peut avoir un coordonnateur ou ce qu'on appelle un transiteur, c'est l'idéal. Quelle va être cette fonction? C'est un professionnel qui va assurer le lien entre les deux équipes, qui va organiser et animer le réseau, donc il va être connu bien sûr des deux équipes, mais surtout de l'adolescent, qui va accompagner le jeune et sa famille, qui va assurer le suivi pendant 2 ans après la transition. Et ça, il faut avoir la volonté de le mettre en place. Alors, qui va-t-il être? Un médecin, rarement, parce qu'on en dispose de moins en moins, mais ça peut être un infirmier de pratique avancée, c'est des infirmiers maintenant qui font 2 ans d'études en plus, et quand ils sont spécialisés dans le diabète, c'est un service immense, parce qu'ils vont résoudre tous les petits problèmes que le médecin n'a pas le temps de résoudre. Ça peut être un puériculteur, une puéricultrice, un psychologue, etc. L'essentiel, c'est d'en avoir un. Comment on va surveiller ce passage? Voilà, c'est le premier rendez-vous. Est-ce qu'il a été pris? Et est-ce que le jeune est venu? Est-ce que les consultations ultérieures, il va les respecter? C'est important. Et puis, éventuellement, de proposer un retour. Si jamais il y a échec, il ne vient pas, qui est un plan B, on ne le laisse pas tomber. On sait que le transiteur va le reprendre en charge pour le remettre dans de bonnes mains. Les erreurs à éviter, pour les pédiatres, c'est rater le moment du passage, ça c'est sûr. Pour le diabétologue d'adulte, c'est dénigrer la prise en charge du pédiatre et modifier immédiatement le traitement, on l'a évoqué. Voilà, et alors ensuite, ce jeune, on va l'accompagner, j'aime beaucoup cette image, parce qu'on le guide, on le gêne, il va pouvoir prendre son envol, et ça c'est important. En conclusion, on peut dire que la transition des jeunes de la pédiatrie à la diabétologie d'adulte, c'est une étape qui est fondamentale dans la construction du projet de vie avec la maladie. Elle nécessite une anticipation positive, une organisation, des liens et des échanges entre les équipes pédiatriques et les équipes d'adultes. Une petite citation, cette préparation de la transition, c'est une belle occasion de redonner une dynamique dans la maladie chronique pour faire évoluer la place de chacun, patient, parent et soignant. Elle s'inscrit dans le projet de vie du jeune et sa réussite est l'une des conditions d'une bonne qualité de vie avec le diabète. Pierre Jacquin. Merci beaucoup et je remercie